Du mérite personnel. 1. Qui peut, avec les plus rares talents et le plus excellent mérite, n'être pas convaincu de son inutilité quand il considère qu'il laisse en mourant un monde qui ne se sent pas de sa perte et où tant de gens se trouvent pour le remplacer. 2. De bien des gens, il n'y a que le nom qui vaille quelque chose. Quand vous les voyez de fort près, c'est moins que rien. De loin, ils imposent. 3. Tout persuadé que je suis que ceux que l'on choisit pour de différents emplois, chacun selon son génie et sa profession, font bien, je me hasarde de dire, qu'il se peut faire qu'il y ait au monde plusieurs personnes, connues ou inconnues, que l'on n'emploie pas, qui feraient très bien. Et je suis induit à ce sentiment par le merveilleux succès de certaines gens que le hasard seul a placés et de qui, jusqu'alors, on n'avait pas attendu de fort grandes choses. Combien d'hommes admirables et qui avaient de très beaux génies sont morts sans qu'on en ait parlé. Combien vivent encore dont on ne parle point et dont on ne parlera jamais. 4. Quelle horrible peine à un homme qui est sans prôneur et sans cabale, qui n'est engagé dans aucun corps, mais qui est seul, et qui n'a que beaucoup de mérite pour toute recommandation, de se faire jour à travers l'obscurité où il se trouve, et de venir au niveau d'un fa qui est en crédit. 5. Personne presque ne s'avise de lui-même du mérite d'un autre. Les hommes sont trop occupés d'eux-mêmes pour avoir le loisir de pénétrer ou de discerner les autres. De là vient qu'avec un grand mérite et une plus grande modestie, l'on peut être longtemps ignoré. 6. Le génie et les grands talents manquent souvent, quelquefois aussi, les seules occasions. Tels peuvent être loués de ce qu'ils ont fait et tels de ce qu'ils auraient fait. 7. Il est moins rare de trouver de l'esprit que des gens qui se servent du leur ou qui fassent valoir celui des autres et le mettent à quelque usage. 8. Il y a plus d'outils que d'ouvriers et de ces derniers plus de mauvais que d'excellents. Que pensez-vous de celui qui veut scier avec un rabot et qui prend sa scie pour raboter? 9. Il n'y a point au monde un si pénible métier que celui de se faire un grand nom. La vie s'achève, que l'on a à peine ébauché son ouvrage. 10. Que faire d'Hégésippe, qui demande un emploi? Le mettra-t-on dans les finances ou dans les troupes? Cela est indifférent, et il faut que ce soit l'intérêt seul qui en décide. Car il est aussi capable de manier de l'argent ou de dresser des comptes que de porter les armes. Il est propre à tout, disent ses amis, ce qui signifie toujours qu'il n'a pas plus de talent pour une chose que pour une autre, ou en d'autres termes, qu'il n'est propre à rien. Ainsi, la plupart des hommes occupés d'eux seuls dans leur jeunesse, corrompus par la paresse ou par le plaisir, croient faussement dans un âge plus avancé qu'il leur suffit d'être inutiles ou dans l'indigence, afin que la République soit engagée à les placer ou à les secourir. Et ils profitent rarement de cette leçon si importante que les hommes devraient employer les premières années de leur vie à devenir tels par leurs études et par leur travail que la République elle-même eut besoin de leur industrie et de leur lumière, qu'ils fussent comme une pièce nécessaire à tout son édifice et qu'elle se trouvât portée par ses propres avantages à faire leur fortune ou à l'embellir. Nous devons travailler à nous rendre très dignes de quelque emploi. Le reste ne nous regarde point, c'est l'affaire des autres. 11. Se faire valoir par des choses qui ne dépendent point des autres, mais de soi seul, ou renoncer à se faire valoir. Maxime inestimable et d'une ressource infinie dans la pratique, utile aux faibles, aux vertueux, à ceux qui ont de l'esprit, qu'elle rend maître de leur fortune ou de leur repos. Pernicieuse pour les grands, qui diminuerait leur cours, ou plutôt le nombre de leurs esclaves, qui ferait tomber leur morgue avec une partie de leur autorité et les réduirait presque à leurs entremets et à leurs équipages, qui les priverait du plaisir qu'ils sentent à se faire prier, presser, solliciter, à faire attendre ou à refuser, à promettre et à ne pas donner,
qui les traverserait dans le goût qu'ils ont quelquefois à mettre les sots en vue et à anéantir le mérite quand il leur arrive de le discerner, qui bannirait des cours les brigues, les cabales, les mauvais offices, la bassesse, la flatterie, la fourberie, qui ferait d'une cour orageuse, pleine de mouvements et d'intrigues, comme une pièce comique ou même tragique, dont les sages ne seraient que les spectateurs, qui remettrait de la dignité dans les différentes conditions des hommes, de la sérénité sur leur visage, qui étendrait leur liberté, qui réveillerait en eux, avec les talents naturels, l'habitude du travail et de l'exercice, qui les exciterait à l'émulation, au désir de la gloire, à l'amour de la vertu, qui, au lieu de courtisans vils, inquiets, inutiles, souvent onéreux à la République, en ferait ou de sages économes, ou d'excellents pères de famille, ou des juges intègres, ou de bons officiers, ou de grands capitaines, ou des orateurs, ou des philosophes, et qui ne leur attirerait à tous nul autre inconvénient que celui peut-être de laisser à leurs héritiers moins de trésors que de bons exemples. 12. Il faut en France beaucoup de fermeté et une grande étendue d'esprit pour se passer des charges et des emplois, et consentir ainsi à demeurer chez soi et à ne rien faire. Personne presque n'a assez de mérite pour jouer ce rôle avec dignité, ni assez de fonds pour remplir le vide du temps, sans ce que le vulgaire appelle des affaires. Il ne manque cependant à l'oisiveté du sage qu'un meilleur nom, et que méditer, parler, lire et être tranquille s'appela travailler. 13. Un homme de mérite, et qui est en place, n'est jamais incommode par sa vanité. Il s'étourdit moins du poste qu'il occupe qu'il n'est humilié par un plus grand qu'il ne remplit pas et dont il se croit digne. Plus capable d'inquiétude que de fierté ou de mépris pour les autres, il ne pèse qu'à soi-même. 14. Il coûte à un homme de mérite de faire assidûment sa cour, mais par une raison bien opposée à celle que l'on pourrait croire. Il n'est point tel, sans une grande modestie, qu'il éloigne de penser qu'ils fassent le moindre plaisir aux princes s'ils se trouvent sur leur passage, se poste devant leurs yeux et leur montre son visage. Il est plus proche de se persuader qu'il les importune, et il a besoin de toutes les raisons tirées de l'usage et de son devoir pour se résoudre à se montrer. Celui au contraire qui a bonne opinion de lui, et que le vulgaire appelle inglorieux, a du goût à se faire voir, et il fait sa cour avec d'autant plus de confiance qu'il est incapable de s'imaginer que les grands dont il est vu pensent autrement de sa personne qu'il fait lui-même. 15. Un honnête homme se paye par ses mains de l'application qu'il a à son devoir par le plaisir qu'il sent à le faire, et se désintéresse sur les éloges, l'estime et la reconnaissance qui lui manquent quelquefois. 16. Si j'osais faire une comparaison entre deux conditions tout à fait inégales, je dirais qu'un homme de cœur pense à remplir ses devoirs à peu près comme le couvreur songe à couvrir. Ni l'un ni l'autre ne cherchent à exposer leur vie, ni ne sont détournés par le péril. La mort, pour eux, est un inconvénient dans le métier et jamais un obstacle. Le premier aussi n'est guère plus vain d'avoir paru à la tranchée, emporter un ouvrage ou forcer un retranchement, que celui-ci d'avoir monté sur de hauts combles ou sur la pointe d'un clocher. Ils ne sont tous deux appliqués qu'à bien faire, pendant que le fanfaron travaille à ce que l'on dise de lui qu'il a bien fait. 17. La modestie est au mérite ce que les ombres sont aux figures dans un tableau. Elle lui donne de la force et du relief. Un extérieur simple est l'habit des hommes vulgaires. Il est taillé pour eux et sur leur mesure. Mais c'est une grande parure pour ceux qui ont rempli leur vie de grandes actions. Je les compare à une beauté négligée, mais plus piquante. Certains hommes, contents d'eux-mêmes, de quelque action ou de quelque ouvrage qui ne leur a pas réussi, et ayant ouï dire que la modestie sied bien aux grands hommes, osent être modestes. Contrefont les simples et les naturels, semblables à ces gens d'une taille médiocre qui se baissent aux portes, de peur de se heurter. 18.
Votre fils est bègue, ne le faites pas monter sur la tribune. Votre fille est née pour le monde, ne l'enfermez pas parmi les vestales. Xanthus, votre affranchi, est faible et timide, ne différez pas, retirez-le des légions et de la milice. Je veux l'avancer, dites-vous. Comblez-le de biens, surchargez-le de terres, de titres et de possessions, servez-vous du temps. Nous vivons dans un siècle où elles lui feront plus d'honneur que la vertu. Il m'en coûterait trop, ajoutez-vous. Parlez-vous sérieusement, Crassus ? Songez-vous que c'est une goutte d'eau que vous puisez du Tibre pour enrichir Xanthus que vous aimez et pour prévenir les honteuses suites d'un engagement où il n'est pas propre ? 19. Il ne faut regarder dans ses amis que la seule vertu qui nous attache à eux, sans aucun examen de leur bonne ou de leur mauvaise fortune. Et quand on se sent capable de les suivre dans leur disgrâce, il faut les cultiver hardiment et avec confiance, jusque dans leur plus grande prospérité. 20. S'il est ordinaire d'être vivement touché des choses rares, pourquoi le sommes-nous si peu de la vertu ? 21. S'il est heureux d'avoir de la naissance, il ne l'est pas moins d'être tel qu'on ne s'informe plus si vous en avez. 22. Il apparaît de temps en temps sur la surface de la terre des hommes rares, exquis, qui brillent par leur vertu et dont les qualités éminentes jettent un éclat prodigieux. Semblables à ces étoiles extraordinaires dont on ignore les causes et dont on sait encore moins ce qu'elles deviennent après avoir disparu, ils n'ont ni aïeul ni descendants. Ils composent seuls toute leur race. 23. Le bon esprit nous découvre notre devoir, notre engagement à le faire. Et s'il y a du péril, avec péril. Il inspire le courage ou il y supplée. 24. Quand on excelle dans son art et qu'on lui donne toute la perfection dont il est capable, l'on en sort en quelque manière et l'on s'égale à ce qu'il y a de plus noble et de plus relevé. V est un peintre, C un musicien, et l'auteur de Pyrame est un poète, mais Mignard est Mignard, Lully est Lully, et Corneille est Corneille. 25. Un homme libre et qui n'a point de femme, s'il a quelque esprit, peut s'élever au-dessus de sa fortune, se mêler dans le monde et aller de pair avec les plus honnêtes gens. Cela est moins facile à celui qui est engagé, et il semble que le mariage met tout le monde dans son ordre. 26. Après le mérite personnel, il faut l'avouer, ce sont les imminentes dignités et les grands titres dont les hommes tirent plus de distinction et plus d'éclat, et qui ne sait être un Érasme doit penser à être évêque. Quelques-uns, pour étendre leur renommée, entassent sur leur personne des pairies, des colliers d'ordre, des primaties, la pourpre, et ils auraient besoin d'une tiare. Mais quel besoin a Trophime d'être cardinal ? 27. L'or éclate, dites-vous, sur les habits de Philémon. Il éclate de même chez les marchands. Il est habillé des plus belles étoffes. Le sont-elles moins toutes déployées dans les boutiques et à la pièce ? Mais la broderie et les ornements y ajoutent encore la magnificence. Je loue donc le travail de l'ouvrier. Si on lui demande quelle heure il tire une montre qui est un chef-d'œuvre. La garde de son épée est un onyx. Il a au doigt un gros diamant qu'il fait briller aux yeux et qui est parfait. Il ne lui manque aucune de ces curieuses bagatelles que l'on porte sur soi, autant pour la vanité que pour l'usage. Et il ne se plaint non plus toutes sortes de parures qu'un jeune homme qui a épousé une riche vieille. Vous m'inspirez enfin de la curiosité. Il faut voir du moins des choses si précieuses. Envoyez-moi cet habit et ces bijoux de Philémon, je vous quitte de la personne. Tu te trompes, Philémon. Si, avec ce carrosse brillant, ce grand nombre de coquins qui te suivent, et ces 6 bêtes qui te traînent, tu penses que l'on t'en estime davantage, l'on t'écarte tout cet attirail qui t'est étranger, pour pénétrer jusqu'à toi, qui n'est qu'un fat. Ce n'est pas qu'il faut quelquefois pardonner à celui qui, avec un grand cortège, un habit riche et un magnifique équipage, s'en croit plus de naissance et plus d'esprit. Il lit cela dans la contenance et dans les yeux de ceux qui lui parlent. 28.
Un homme à la cour, et souvent à la ville, qui a un long manteau de soie ou de drap de Hollande, une ceinture large et placée haut sur l'estomac, le soulier de maroquin, la calotte de même, d'un beau grain, un collet bien fait et bien empesé, les cheveux arrangés et le teint vermeil, qui avec cela se souvient de quelques distinctions métaphysiques, explique ce que c'est que la lumière de la gloire, et sait précisément comment l'on voit Dieu. Cela s'appelle un docteur. Une personne humble qui est ensevelie dans le cabinet, qui a médité, cherché, consulté, confronté, lu ou écrit pendant toute sa vie, est un homme docte. 29. Chez nous, le soldat est brave et l'homme de robe est savant. Nous n'allons pas plus loin. Chez les Romains, l'homme de robe était brave et le soldat était savant. Un Romain était tout ensemble, et le soldat et l'homme de robe. 30. Il semble que le héros est d'un seul métier, qui est celui de la guerre, et que le grand homme est de tous les métiers, ou de la robe, ou de l'épée, ou du cabinet, ou de la cour. L'un et l'autre mis ensemble ne pèsent pas un homme de bien. 31. Dans la guerre, la distinction entre le héros et le grand homme est délicate. Toutes les vertus militaires font l'un et l'autre. Il semble néanmoins que le premier soit jeune, entreprenant, d'une haute valeur, ferme dans les périls, intrépide, que l'autre excelle par un grand sens, par une vaste prévoyance, par une haute capacité et par une longue expérience. Peut-être qu'Alexandre n'était qu'un héros et que César était un grand homme. 32. À Émile était né ce que les plus grands hommes ne deviennent qu'à force de règles, de méditation et d'exercice. Il n'a eu dans ses premières années qu'à remplir des talents qui étaient naturels et qu'à se livrer à son génie. Il a fait, il a agi avant que de savoir, ou plutôt, il a su ce qu'il n'avait jamais appris. Dirais-je que les jeux de son enfance ont été plusieurs victoires ? Une vie accompagnée d'un extrême bonheur, joint à une longue expérience, serait illustre par les seules occasions qu'il avait achevées dès sa jeunesse. Toutes les occasions de vaincre qui se sont offertes depuis, il les a embrassées. Et celles qui n'étaient pas, sa vertu et son étoile les ont fait naître. Admirable même, et par les choses qu'il a faites et par celles qu'il aurait pu faire. On l'a regardé comme un homme incapable de céder à l'ennemi, de plier sous le nombre ou sous les obstacles, comme une âme du premier ordre, pleine de ressources et de lumière, et qui voyait encore où personne ne voyait plus. Comme celui qui, à la tête des légions, était pour elle un présage de la victoire et qui valait seul plusieurs légions, qui était grand dans la prospérité, plus grand quand la fortune lui a été contraire. La levée d'un siège, une retraite, l'ont plus ennobli que ses triomphes, l'on ne met qu'après les batailles gagnées et les villes prises, qui était rempli de gloire et de modestie. On lui a entendu dire « Je fuyais », avec la même grâce qu'il disait « Nous les bâtîmes ». Un homme dévoué à l'État, à sa famille, au chef de sa famille, sincère pour Dieu et pour les hommes, autant admirateur du mérite que s'il eût été moins propre et moins familier. Un homme vrai, simple, magnanime, à qui il n'a manqué que les moindres vertus. 33. Les enfants de Dieu, pour ainsi dire, se tirent des règles de la nature et en sont comme l'exception. Ils n'attendent presque rien du temps et des années. Le mérite chez eux devance l'âge. Ils naissent instruits et ils sont plutôt des hommes parfaits que le commun des hommes ne sort de l'enfance. 34. Les vues courtes, je veux dire, les esprits bornés et resserrés dans leur petite sphère, ne peuvent comprendre cette universalité de talent que l'on remarque quelquefois dans un même sujet. Où ils voient l'agréable, ils en excluent le solide. Où ils croient découvrir les grâces du corps, l'agilité, la souplesse, la dextérité, ils ne veulent plus y admettre les dons de l'âme, la profondeur, la réflexion, la sagesse. Ils ôtent de l'histoire de Socrate qui l'aide danser. 35. Il n'y a guère d'homme si accompli et si nécessaire aux siens qu'il n'ait de quoi se faire moins regretter. 36. Un homme d'esprit et d'un caractère simple et droit peut tomber dans quelques pièces. Il ne pense pas que personne veuille lui en dresser et le choisir pour être sa dupe. Cette confiance le rend moins précautionné
et les mauvais plaisants l'entament par cet endroit. Il n'y a qu'à perdre pour ceux qui en viendraient à une seconde charge. Il n'est trompé qu'une fois. J'éviterai avec soin d'offenser personne, si je suis équitable, mais sur toute chose un homme d'esprit, si j'aime le moins du monde mes intérêts. 37. Il n'y a rien de si délié, de si simple et de si imperceptible, où il n'entre des matières qui nous décèlent. Un sot n'y n'entre, ni ne sort, ni ne s'assied, ni ne se lève, ni ne se tait, ni n'est sur ses jambes, comme un homme d'esprit. 38. Je connais Mops d'une visite qu'il m'a rendue sans me connaître. Il prie des gens qu'il ne connaît point de le mener chez d'autres dont il n'est pas connu. Il l'écrit à des femmes qu'il connaît de vue. Il s'insinue dans un cercle de personnes respectables et qui ne savent quel il est là. Et là, sans attendre qu'on l'interroge, ni sans sentir qu'il l'interrompt, il parle, et souvent, et ridiculement. Il entre une autre fois dans une assemblée, se place où il se trouve, sans nulle attention aux autres, ni à soi-même. On l'ôte d'une place destinée à un ministre. Il s'assied à celle du duc et père. Il est là précisément celui dont la multitude rit, et qui seul est grave et ne rit point. Chassez un chien du fauteuil du roi. Il grimpe à la chaire du prédicateur. Il regarde le monde indifféremment, sans embarras, sans pudeur. Il n'a pas non plus que le sot de quoi rougir. 39. Cels était d'un rang médiocre, mais des grands le souffrent. Il n'est pas savant, il a relation avec des savants. Il a peu de mérite, mais il connaît des gens qui en ont beaucoup. Il n'est pas habile, mais il a une langue qui peut servir de truchement, et des pieds qui peuvent le porter d'un lieu à un autre. C'est un homme né pour les allées et venues, pour écouter des propositions et les rapporter, pour en faire d'office, pour aller plus loin que sa commission et en être désavoué, pour réconcilier des gens qui se querellent à la première entrevue, pour réussir dans une affaire et en manquer 1000, pour se donner toute la gloire de la réussite et pour détourner sur les autres la haine d'un mauvais succès. Il sait les bruits communs, les historiettes de la ville. Il ne fait rien. Il dit ou il écoute ce que les autres font. Il est nouvelliste. Il sait même le secret des familles. Il entre dans de plus hauts mystères. Il vous dit pourquoi celui-ci est exilé et pourquoi on rappelle cet autre. Il connaît le fond et les causes de la brouillerie des deux frères et de la rupture des deux ministres. N'a-t-il pas prédit au premier les tristes suites de leur mésintelligence ? N'a-t-il pas dit de ceux-ci que leur union ne serait pas longue ? N'était-il pas présent à de certaines paroles qui furent dites ? N'entra-t-il pas dans une espèce de négociation ? Le voulut-on croire ? Fut-il écouté ? À qui parlez-vous de ces choses ? Qui a eu plus de part que Cels à toutes ces intrigues de cour ? Et si cela n'était ainsi, s'il ne l'avait du moins ou rêvé ou imaginé, songerait-il à vous le faire croire ? Aurait-il l'air important et mystérieux d'un homme revenu d'une ambassade ? 40. Ménippe est l'oiseau paré de divers plumages qui ne sont pas à lui. Il ne parle pas, il ne sent pas. Il répète des sentiments et des discours, se sert même si naturellement de l'esprit des autres qu'il y est le premier trompé, et qu'il croit souvent dire son goût ou expliquer sa pensée, lorsqu'il n'est que l'écho de quelqu'un qu'il vient de quitter. C'est un homme qui est de mise un quart d'heure de suite, qui le moment d'après baisse, dégénère, perd le peu de lustre qu'un peu de mémoire lui donnait et montre la corde. Lui seul ignore combien il est au-dessous du sublime et de l'héroïque. Et, incapable de savoir jusqu'où l'on peut avoir de l'esprit, il croit naïvement que ce qu'il en a est tout ce que les hommes en sauraient avoir. Aussi, a-t-il l'air et le maintien de celui qui n'a rien à désirer sur ce chapitre et qui ne porte envie à personne. Il se parle souvent à soi-même et il ne s'en cache pas. Ceux qui passent le voient et qu'il semble toujours prendre un parti ou décider d'une telle chose et sans réplique. Si vous le saluez quelquefois, c'est le jeter dans l'embarras de savoir s'il doit rendre le salut ou non, et pendant qu'il délibère, vous êtes déjà hors de portée. Sa vanité l'a fait honnête homme, l'a mis au-dessus de lui-même, l'a fait devenir ce qu'il n'était pas. L'on juge, en le voyant, qu'il n'est occupé que de sa personne.
qu'il sait que tout lui sied bien et que sa parure est assortie, qu'il croit que tous les yeux sont ouverts sur lui et que les hommes se relaient pour le contempler. 41. Celui qui, logé chez soi dans un palais avec 2 appartements pour les 2 saisons, vient coucher au Louvre dans un entresol, n'en use pas ainsi par modestie. Cet autre, qui pour conserver une taille fine, s'abstient du vin et ne fait qu'un seul repas, n'est ni sobre ni tempérant. Et d'un troisième qui, importuné d'un ami pauvre, lui donne enfin quelques secours, l'on dit qu'il achète son repos, et nullement qu'il est libéral. Le motif seul fait le mérite des actions des hommes, et le désintéressement y met la perfection. 42. La fausse grandeur est farouche et inaccessible. Comme elles s'en sont faibles, elle se cache, ou du moins ne se montre pas de front, et ne se fait pas voir, autant qu'il faut, pour imposer et ne paraître point ce qu'elle est. Je veux dire, une vraie petitesse. La véritable grandeur est libre, douce, familière, populaire. Elle se laisse toucher et manier, elle ne perd rien à être vue de près. Plus on la connaît, plus on l'admire. Elle se courbe par bonté vers ses inférieurs et revient sans effort dans son naturel. Elle s'abandonne quelquefois, se néglige, se relâche de ses avantages. Toujours en pouvoir de les reprendre et de les faire valoir, elle rit, joue et badine, mais avec dignité. On l'approche tout ensemble avec liberté et avec retenue. Son caractère est noble et facile, inspire le respect et la confiance, et fait que les princes nous paraissent grands et très grands, sans nous faire sentir que nous sommes petits. 43. Le sage guérit de l'ambition par l'ambition même. Il tend à de si grandes choses qu'il ne peut se borner à ce qu'on appelle des trésors, des postes, la fortune et la faveur. Il ne voit rien dans de si faibles avantages qui soient assez bons et assez solides pour remplir son cœur et pour mériter ses soins et ses désirs. Il a même besoin d'efforts pour ne les pas trop dédaigner. Le seul bien capable de le tenter est cette sorte de gloire qui devrait naître de la vertu toute pure et toute simple. Mais les hommes ne l'accordent guère et il s'en passe. 44. Celui-là est bon, qui fait du bien aux autres. S'il souffre pour le bien qu'il fait, il est très bon. S'il souffre de ceux à qui il a fait ce bien, il a une si grande bonté qu'elle ne peut être augmentée que dans le cas où ses souffrances viendraient à croître. Et s'il en meurt, sa vertu ne saurait aller plus loin. Elle est héroïque, elle est parfaite.